une île légendaire. L'Atlantide. Ce nom seul évoque des images de palais scintillants engloutis sous les flots, de technologies prodigieuses disparues à jamais, et d'une civilisation mythique dont le souvenir hante les profondeurs de notre mémoire collective. Mais que savons-nous réellement de cette île légendaire, avalée par les flots en une seule nuit cataclysmique? Selon les récits des anciens, l'Atlantide se dressait fièrement dans l'océan Atlantique, face aux imposantes colonnes d'Hercule, gardiennes du monde connu. Une civilisation opulente et avancée, maîtresse des arts et des sciences, dont l'histoire nous parvient à travers les écrits énigmatiques de Platon. Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe grec dépeint dans le Timée et le Critias une cité idéale, puissante et sophistiquée, qui aurait rivalisé avec Athènes elle-même. Mais cette description est-elle une simple allégorie politique, destinée à glorifier la cité grecque? Ou bien le récit de Platon repose-t-il sur une réalité historique enfouie sous les sédiments du temps? L'énigme de l'Atlantide a traversé les siècles, alimentant les débats passionnés entre historiens, archéologues et rêveurs. Certains y voient une simple invention littéraire, tandis que d'autres croient dur comme fer à son existence réelle. Des milliers d'ouvrages ont été consacrés à cette île mythique, tentant de percer ses secrets et de la situer sur la carte du monde. Mais l'Atlantide est bien plus qu'un lieu géographique perdu. Elle incarne le rêve d'une civilisation parfaite, un paradis terrestre englouti par les forces de la nature ou par sa propre démesure. Un miroir dans lequel l'humanité contemple ses aspirations et ses angoisses, ses espoirs et ses échecs. Et si l'Atlantide n'était pas seulement un mythe? Et si les légendes cachaient une vérité plus profonde, une connaissance ancestrale oubliée? Et si cette île perdue était une clé pour comprendre notre passé et notre avenir? Préparez-vous à plonger au cœur de l'un des plus grands mystères de l'humanité. Une quête qui nous conduira des confins de l'océan Atlantique au tréfonds de l'âme humaine, à la recherche de la vérité sur l'Atlantide. Platon et l'Atlantide, aux origines du mythe. Plongeons au cœur de l'Antiquité, à la source même du mythe de l'Atlantide. C'est Platon, le célèbre philosophe grec, qui le premier évoque cette île légendaire, il y a plus de 24 siècles. Dans ses dialogues, Timée et Critias, il nous conte l'histoire d'une civilisation fabuleuse, engloutie par les flots en un jour et une nuit. Cette île, nous dit-il, était gouvernée par des rois puissants et sages, descendants du dieu Poséidon. Ses habitants avaient atteint un haut degré de civilisation, maîtrisant l'agriculture, la métallurgie, la navigation et les arts. Leur capitale était une ville magnifique, ornée de temples, de palais et de jardins luxuriants. Mais cette prospérité cachait une faille morale. Les Atlantes, enivrés par leur puissance, devinrent arrogants et cupides. Ils se lancèrent à la conquête du monde méditerranéen, soumettant les peuples voisins et menaçant même Athènes. Face à cette menace, les Athéniens ripostèrent avec courage. Après une longue et terrible guerre, ils parvinrent à repousser les envahisseurs. Mais les dieux, courroucés par l'orgueil des Atlantes, décidèrent de les punir. En un seul jour et une nuit, l'île fut secouée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, puis engloutie par les flots. Ce récit cataclysmique a fasciné les générations suivantes. Mais est-il fondé sur des faits réels? Ou bien Platon a-t-il inventé de toutes pièces cette histoire pour servir ses propres fins? Certains chercheurs pensent que Platon s'est inspiré de catastrophes naturelles réelles, comme l'éruption du volcan de Santorin qui détruisit la civilisation minoenne vers 1600 avant Jésus-Christ. D'autres y voient une allégorie de la chute de l'Empire athénien, ou encore une mise en garde contre les dangers de l'hybris,
c'est-à-dire l'excès d'orgueil et de confiance en soi. Curieusement, un écho de cette tragédie semble résonner à l'autre bout du monde. Le Codex Cortesianus, un ancien livre maya conservé au Musée national de Madrid, relate la disparition d'un continent appelé Mu, situé dans l'océan Pacifique. Il est frappant de constater à quel point les descriptions du Codex et celles de Platon se rejoignent. Tous deux évoquent une terre prospère, détruite en un jour et une nuit par des tremblements de terre et des cataclysmes. Par son bras puissant, Omen causa un tremblement de terre qui eut lieu au coucher de soleil, et pendant la nuit, Mu, le pays des collines, fut submergé. À 2 reprises, Mu sauta de ses fondations. Il fut alors sacrifié par le feu. Il explosa, secoué violemment de haut en bas par des tremblements de terre. Que penser de ces récits convergents? S'agit-il de simples coïncidences, ou bien ces textes reflètent-ils un souvenir lointain d'une catastrophe planétaire? L'Atlantide et le continent Mu ne seraient-ils que les 2 faces d'une même réalité engloutie? Mais étonnement, un autre récit vient s'ajouter à l'énigme. Imaginez, un vieux manuscrit découvert dans un temple bouddhique du Tibet, parmi les montagnes enneigées et les drapeaux de prière flottant au vent. Ce document, appelé document Lhasa, nous parle d'une catastrophe qui ressemble étrangement à celle de l'Atlantide. On y découvre l'histoire d'un continent disparu, Mu, englouti lui aussi sous les flots après un déluge de feu et de fumée. Quand l'étoile de Baal tomba du ciel, dit le texte, les 7 villes avec leurs portes d'or et leurs temples transparents furent secouées comme des feuilles dans la tempête. L'Atlantide, Mu, 2 continents engloutis, 2 civilisations disparues. Serait-ce une simple coïncidence? Ou bien ces récits nous racontent-ils la même histoire, vue à travers le prisme de cultures différentes? Et si Platon, en imaginant l'Atlantide, s'inspirait d'une légende encore plus ancienne, un souvenir lointain d'un cataclysme qui aurait marqué toute l'humanité? Platon, ce grand penseur, nous invite à réfléchir sur le destin des civilisations. Il nous montre que tout est éphémère, que même les empires les plus puissants peuvent disparaître en un clin d'œil. Comme un château de cartes qui s'écroule sous un coup de vent. Mais Platon nous dit aussi que chaque fin est un nouveau commencement. Comme un champ de blé après la moisson, tout semble détruit, ravagé. Mais sous la terre, les graines attendent patiemment le retour du printemps pour germer et donner une nouvelle vie. C'est ça, le cycle de la vie. Destruction et reconstruction, fin et recommencement. L'Atlantide, engloutie sous les flots, nous rappelle que rien n'est éternel. Mais elle nous donne aussi une leçon d'espoir. Même après la plus grande catastrophe, la vie trouve toujours un chemin pour renaître. Le Critias nous plonge au cœur de la civilisation atlante, placée sous l'égide de Poséidon. Pour protéger sa mortelle épouse Clito, le dieu de la mer créa au centre de l'île une cité magnifique, entourée d'anneaux concentriques de terre et de mer. Un grand canal reliait la cité à l'océan, permettant aux navires d'accéder à son cœur. La ville était splendide, de forme circulaire, ornée de temples et de palais somptueux. Platon nous dépeint une civilisation riche et puissante, possédant d'innombrables trésors et une terre fertile qui nourrissait abondamment sa population. Avec toutes ces richesses qu'ils tiraient de la terre, les habitants construisaient les temples, les palais des rois, les ports, les chantiers maritimes, et ils embellirent tout le reste du pays. Mais cette description idéalisée cache-t-elle une autre réalité? Le texte de Platon est-il une simple projection utopique, un rêve éveillé destiné à vanter la grandeur de l'empire athénien alors en décadence?
Toute création s'inspire de la réalité, multiforme et plurielle, qui ne demande qu'à être explorée. L'Atlantide, telle que Platon l'a décrit, pourrait être à la fois un miroir de son époque et une projection de ses idéaux politiques et philosophiques. Certains chercheurs voient dans le récit de Platon une allégorie de la chute de l'Empire athénien, un avertissement sur les dangers de l'hubris, cet excès d'orgueil qui conduit à la ruine. D'autres y trouvent des échos d'événements historiques réels, comme l'éruption du volcan de Santorin qui détruisit la civilisation minoenne. Un papyrus égyptien conservé à Saint-Pétersbourg semble confirmer certains éléments du récit de Platon, mentionnant une île située à l'ouest de l'Égypte qui aurait été détruite par un cataclysme. L'utopie platonicienne a fait couler beaucoup d'encre. Pour beaucoup, Platon s'est servi de l'Atlantide pour flatter l'orgueil national en inventant une guerre gréco-atlante où les Grecs triomphent. Mais au-delà de ces interprétations politiques, le mythe de l'Atlantide pose des questions fondamentales sur la nature humaine. Le pouvoir, la technologie et le destin des civilisations. Un mythe intemporel qui continue de nous fasciner et de nous interroger. L'Atlantide, selon Cayce. Prophéties et mystères. Edgar Cayce, le célèbre prophète endormi, a exploré les méandres de l'Atlantide à travers ses lectures médiumniques. Plongé dans un état de transe, il affirmait puiser ses connaissances dans les mémoires akashiques, un champ d'information universel contenant l'histoire de toute l'humanité. Selon Cayce, l'Atlantide n'a pas été détruite par un simple caprice des dieux, mais par la folie des hommes. Les tendances dans les cœurs et les âmes des hommes sont telles qu'elles provoquent ces bouleversements géologiques, déclarait-il. Car, comme il l'a si souvent indiqué dans ses transes, ce n'est pas le monde, la Terre, les conditions géologiques, ni même les influences planétaires qui régissent l'homme. C'est plutôt l'homme qui, par sa soumission aux lois divines, est capable de mettre de l'ordre dans le chaos. Ou bien, s'il méprise les lois divines, s'il refuse de s'y associer, il peut créer le chaos et ouvrir la porte aux forces qui détruiront son milieu de vie. Cayce mettait en garde contre les dangers de la technologie mal utilisée et de l'orgueil démesuré. Il voyait dans la chute de l'Atlantide un avertissement pour notre propre civilisation. Mais Cayce ne se contentait pas de décrire le passé. Il faisait aussi des prophéties sur l'avenir. En 1940, il annonça qu'une partie de l'Atlantide referait surface en 1968 ou 1969 au large des îles Bimini. Et effectivement, en 1968, des formations rocheuses, possiblement des mégalithes d'une ancienne civilisation, furent découvertes dans les eaux de cet archipel. Cayce avait également prédit la découverte d'archives atlantes dans différents endroits du monde, notamment dans les Pyrénées, au Maroc, au Honduras, au Yucatan et en Égypte. Il affirmait que la grande pyramide de Khéops contenait des enseignements atlantes qui seraient révélés au monde lors d'une période de grands changements. Cayce fut par ailleurs le premier à évoquer la puissance de la pierre Tuaoi, fer de lance de la technologie atlante. Selon lui, cette pierre avait la forme d'un cristal à 6 faces et servait de moyen de communication entre l'infini et le fini. Elle ressemblait, disait-il, à un cristal, quoique sous une forme très différente de ceux que nous connaissons. Ne les confondons pas, car il y avait entre ces pierres de nombreuses générations de différence. C'était à l'époque où l'on dirigeait les moyens de transport, puisqu'à cette époque, on voyageait déjà dans les airs, ou sur l'eau, ou sous l'eau. La force par laquelle ces appareils étaient dirigés se trouvait dans cette centrale d'énergie, ou pierre Tuaoi, qui était comme un rayon d'énergie qui contrôlait ces engins.
Imaginez une civilisation capable de maîtriser une telle énergie. Des avions, des sous-marins, des moyens de transport incroyables. L'Atlantide de Cayce est un monde de technologies avancées qui dépasse de loin notre compréhension actuelle. Mais cette technologie n'était pas sans danger. Cayce suggère que c'est l'abus de cette puissance qui a conduit à la chute de l'Atlantide. Une leçon précieuse pour notre propre civilisation, qui doit apprendre à utiliser la technologie avec sagesse et responsabilité. Dans une autre lecture, Cayce nous livre de précieuses informations sur la localisation de la grande bibliothèque Atlante. Il affirme qu'elle se trouve en Égypte, dans une salle secrète accessible à partir de la patte droite du Sphinx. Cette bibliothèque, nous dit-il, contient les archives de l'humanité, l'histoire de toutes les nations depuis la nuit des temps. Ces archives vont depuis le commencement des temps, où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elles contiennent l'histoire de toutes les nations de la Terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation avec les noms des individus, des lieux, avec les dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes. Cayce prédit que ces archives seront révélées au monde avant le changement d'époque, c'est-à-dire avant le passage à l'ère du Verseau. Une prophétie qui fait écho aux paroles du maître tibétain Tashi Lhunpo, qui annonçait en 1966 l'ouverture des caveaux secrets de l'Égypte et la révélation des brillantes réalisations de l'antique Atlantide. L'Atlantide de Cayce est un monde de mystère et de révélation, un témoignage du passé qui nous interpelle sur notre présent et notre avenir. Voyage au cœur de l'Atlantide avec P.J. Hoon. P.J. Hoon, pseudonyme de Philippe-Joseph Hounisset, était un médium et écrivain spirituel français actif dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a écrit de nombreux ouvrages sur des thèmes spirituels et ésotériques, notamment sur la réincarnation, la vie après la mort et les civilisations disparues. Ses écrits, empreints de poésie et de mysticisme, ont touché un large public et continuent d'inspirer aujourd'hui. Le mythe de l'Atlantide apparaît souvent en filigrane dans les écrits de P.J. Hoon. Voici quelques extraits de ses écrits qui nous permettront de découvrir sa vision de l'Atlantide. Quand Dieu aura détruit ce monde imparfait, comme il le fait régulièrement depuis la nuit des temps, afin de racheter les hommes et de recommencer un cycle d'évolution pour la force et les âmes qui la composent, vous ne serez pas morts. Vous vivrez en Dieu, ailleurs. P.J. Hoon est un nom qui résonne comme un murmure venu d'un autre monde. Un homme secret qui a choisi de se cacher derrière un pseudonyme pour nous transmettre des messages sur l'invisible, sur la vie après la mort, sur les mondes spirituels et sur l'Atlantide. Dans ses écrits, l'Atlantide n'est pas un continent perdu, mais une présence vivante, une énergie qui vibre encore dans la mémoire de l'humanité. P.J. Hoon nous parle de cycles, de destruction et de renaissance, d'un éternel recommencement guidé par l'amour divin. Chaque fin du monde n'est qu'une étape, une transformation qui nous élève vers la lumière. L'Atlantide, engloutie sous les flots, renaît dans un autre plan de réalité. Et si nous étions tous connectés, à travers le temps et l'espace? P.J. Hoon, Edagard Cayce, les Mayas, des voix différentes qui semblent nous raconter la même histoire. L'histoire d'une humanité qui traverse les cycles, qui apprend et évolue à travers les expériences et les épreuves. Ces voix nous parlent de 5 civilisations qui se succèdent sur Terre. Les Mayas, gardiens d'un savoir ancestral, nous livrent les clés de leur calendrier mystérieux, d'une réalité plus vaste, où l'Atlantide n'est qu'une pièce d'un puzzle cosmique. Ils nous parlent d'une Terre transformée, avec des pôles inversés, un monde qui a connu des bouleversements incroyables. L'Atlantide.
un mystère qui nous appelle, une invitation à explorer les profondeurs de notre histoire et de notre conscience. Kaisei, quant à lui, pensait que notre monde était le 4e d'un cycle et que son destin dépendait de la conformité de l'humanité aux lois divines. Peji-hoon nous rappelle cette idée. Rien n'est irréversible. La décision de Dieu peut se modifier et évoluer, nous en sommes certains. À chacun de méditer sur cette question. Sommes-nous maîtres de notre destin ou bien sommes-nous prisonniers d'un cycle éternel de destruction et de renaissance? L'avenir de notre monde est en jeu. L'amour, la compassion, la sagesse sont les clés pour éviter la catastrophe, comme le disait J.P. Hoon. Afin de garder l'équilibre des mondes, Dieu devra, si rien ne change, étouffer ce cri et, à son grand désespoir, faire recommencer un cycle vierge à cette partie de l'univers. L'idée d'un éternel retour, déjà explorée par Nietzsche, suscite de nombreux débats, mais Peji-hoon apporte un éclairage nouveau. Qu'un cycle s'achève, un autre commence. L'amour est la clé. Il n'y a que ça pour vous faire comprendre ce qu'est le vrai sens de la vie. L'amour est la force qui anime l'univers, qui guide l'évolution de l'humanité vers la lumière. C'est un message d'espoir, un appel à la fraternité et à la solidarité. Dans Entretien avec l'esprit, Peji-hoon revient sur cette idée d'éternel retour, de cycle de destruction et de renaissance. L'histoire de l'humanité serait-elle un éternel recommencement? Ainsi, Hoon écrit « Ce qui fut jadis obligatoire et le sera de nouveau si nécessaire, est l'acte de tout effacer et de remettre à l'ouvrage d'autres peuples quand le temps sera venu, où la balance et l'équilibre ne permettront plus que certains trouvent en ce lieu nature à se construire et à construire les mondes qui seront issus de leurs esprits. » Un sentiment d'urgence se dégage de ces paroles. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau cycle? L'humanité est-elle menacée de disparition? Il continua. Il est temps de mener l'action, de préparer la fuite au cas où et d'essayer de ralentir le cataclysme en train de naître. Il est temps de faire la révolution ou de périr. L'homme doit acquérir la sagesse en même temps que la technologie, où il ne restera plus de vie sur cette terre avant longtemps. Peji-hoon nous met en garde contre les dangers de la technologie sans conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. L'homme doit trouver un équilibre entre le progrès matériel et le développement spirituel. La foi et la science doivent s'allier pour préparer le départ de l'esprit vers un autre destin, affirmait Hoon. Préparer le départ, retrouver la mémoire, exploiter les possibilités infinies de l'esprit. Peji-hoon nous invite à un voyage intérieur, à la découverte de notre véritable nature. Il insistait encore sur sa vision. Il y eut d'autres générations d'humanoïdes sur cette planète avant celle-ci dont vous êtes issus. Il est encore possible de sauver ce monde. Tout est transportable et dématérialisable, mais seule l'étude de la nature complexe de l'esprit permettra l'éternité de la souche première. Il est urgent de comprendre la formule permettant le calcul du nombre d'univers et de chercher de l'aide ailleurs. Les mathématiques doivent entrer la lettre sacrée dans l'équation des nombres. Peji-hoon nous ouvre les portes d'un univers où la science et la spiritualité se rejoignent, où l'homme est appelé à devenir un citoyen du cosmos. Un univers où l'Atlantide, loin d'être un simple mythe, est une source d'inspiration et de sagesse. Des ponts intéressants peuvent être établis entre Hoon et Kaisei, ces deux explorateurs de l'invisible. Tous deux nous parlent de dimensions cachées, de réalités qui dépassent notre compréhension. On peut venir d'une autre dimension tout en venant de quelques centimètres, nous dit Peji-hoon. Une phrase énigmatique qui ouvre des perspectives vertigineuses. Et si l'Atlantide n'était pas seulement un continent englouti, mais une réalité parallèle, accessible à travers les portes de la conscience?
Dans Entretien avec l'esprit, P.J. Hoon nous livre des précisions fascinantes sur la cité engloutie. Il nous parle de Mu, le jumeau pacifique de l'Atlantide, un continent disparu qui aurait existé de l'autre côté de l'océan. Mu, une terre de géants et de douceur, engloutie par un cataclysme qui a transformé la planète. Mais son âme survit, dispersée parmi nous. Dans vos voyages, dans votre quotidien, vous croisez toujours quelqu'un, un jour, qui fut de cette première nation, nous dit P.J. Hoon. Et si nous portions tous en nous un fragment de l'âme de Mu, l'Atlantide, Mu, des continents disparus, des civilisations englouties, mais leur mémoire persiste, gravée dans les roches, dans les volcans, dans le cœur de la Terre. Des traces de Mu seront trouvées dans les roches du volcan, et au cœur de la Terre vit encore l'essence du souvenir et les ruines du temple, nous assure P.J. Hoon. Et si les mythes étaient plus que des histoires? Et s'ils étaient des réalités cachées, des vérités voilées qui attendent d'être révélées? Toute création est un mythe, et tout mythe a valeur de création divine, s'il repose sur la découverte du véritable savoir initiatique de ses origines. L'homme est jugé sur la beauté de ce qu'il conçoit, nous disait le médium. L'homme est un créateur, un artiste qui donne vie à ses rêves, mais il doit aussi être un gardien de la mémoire, un protecteur des secrets du passé. In avertit encore « Quand vous trouverez vestige, laissez en place ce qui n'est pas à connaître, ou craignez que ce qui serait dévoilé sans devoir l'être ne réveille en ce monde la fin de celui-ci et le commencement de votre fin, alors que vous n'êtes pas encore prêt pour le voyage. Des peuples d'ailleurs, venus de loin, vous aideront à accomplir votre mission. » L'Atlantide, Mu, des mondes disparus qui nous interpellent, qui nous invitent à explorer les mystères de notre histoire et de notre destin. Des mondes qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que d'autres êtres, venus d'ailleurs, veillent sur nous et nous guident sur le chemin de la lumière. L'Atlantide de glace. L'Atlantide. Ce nom résonne comme un écho venu du fond des âges, un murmure qui hante l'imaginaire collectif. Continent englouti, civilisation disparue, l'Atlantide est un mystère qui défie le temps et la raison. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce mythe? Où se situait cette île légendaire? Et si la réponse se trouvait au-delà de toutes nos suppositions, dans les étendues glaciales de l'Antarctique? C'est la piste audacieuse qu'ont explorée Rand et Rose Flemmat, deux chercheurs canadiens fascinés par l'Atlantide. Leur quête les a conduits à travers les siècles, à la recherche d'indices dans les récits des anciens, les cartes oubliées et les légendes ancestrales. Leur enquête débute avec les écrits de Platon, le philosophe grec qui le premier a mentionné l'Atlantide. Mais Platon ne nous livre qu'une description fragmentaire de cette île mythique, située au-delà des colonnes d'Hercule. Où se trouvent ces colonnes? S'agit-il du détroit de Gibraltar, comme on le pense généralement, ou bien d'un autre lieu, plus lointain, plus mystérieux? Les Flemmates se tournent alors vers d'anciennes cartes, à la recherche de réponses. Ils découvrent une carte du monde de 1665, dessinée par le jésuite Athanasius Kircher, où l'Atlantide apparaît dans l'océan Arctique. Une autre carte, établie en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, montre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Or, à cette époque, l'Antarctique était encore terra incognita. Comment expliquer ces représentations surprenantes? Serait-il possible qu'une civilisation ancienne, dotée d'une connaissance géographique avancée, ait cartographié le monde avec précision, bien avant les grandes découvertes? C'est l'hypothèse que défendent les Flemmates.
Selon eux, ces cartes ne peuvent être comprises qu'en adoptant une perspective différente, en plaçant le pôle sud au centre de la projection. Vues ainsi, les masses continentales semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle, formant une seule et même Terre. L'Antarctique, au centre de ce monde reconstitué, devient alors le nombril du monde, comme le suggère G. Douglas Kenyon, auteur et éditeur. Cette hypothèse audacieuse permet de comprendre pourquoi Platon situait l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule. Il ne s'agirait pas du détroit de Gibraltar, mais d'un passage situé à l'opposé du monde connu, au-delà de l'océan Atlantique, dans les régions polaires. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Platon, la terminologie géographique était différente. L'océan Atlantique désignait l'ensemble des océans du monde. Et le dieu Atlas, dont le nom évoque l'Atlantide et l'Antarctique, était représenté portant le monde sur ses épaules, comme pour souligner l'importance de ce continent au centre du monde. L'hypothèse de l'Atlantide antarctique est séduisante, mais elle reste controversée. Les preuves archéologiques manquent, et certains scientifiques la considèrent comme une simple spéculation. Pourtant, elle ouvre des perspectives fascinantes sur notre histoire et nous invite à repenser notre vision du monde. L'Atlantide cachée sur la carte de Piri Reis. L'amiral Piri Reis, un nom qui évoque les explorations maritimes et les cartes anciennes, un personnage fascinant qui a navigué sur les mers du globe au XVIe siècle. Cet officier ottoman, fin stratège et cartographe passionné, nous a légué un héritage précieux. L'Atlas Bahriye, un recueil de cartes marines destiné à guider les navigateurs à travers les mers et les océans. Mais parmi ces cartes, tracées avec soin sur des peaux de chevreuil, se cache un trésor qui dépasse de loin les connaissances de l'époque. Une carte, découverte en 1929 dans le palais de Topkapi à Istanbul, qui semble défier les lois de la chronologie et remettre en question notre compréhension de l'histoire. Arlington H. Mallory, un expert américain en cartographie, est le premier à s'intéresser à cette carte énigmatique. Intrigué par sa précision et les détails qu'elle contient, il demande à l'Office hydrographique des États-Unis de la vérifier. Le verdict est sans appel. La carte est authentique et sa précision est stupéfiante, bien supérieure à ce que l'on pouvait attendre d'une carte du XVIe siècle. Elle est tellement précise que seul un survol mondial pourrait l'expliquer, s'exclame le commandant Larsen, chargé de l'expertise. L'Office hydrographique est tellement impressionné qu'il utilise la carte de Piri Reis pour corriger des erreurs dans ses propres cartes contemporaines. Imaginez un peu, une carte ancienne qui permet de perfectionner les cartes modernes. Mais le plus étonnant reste à venir. La longitude marquée sur la carte est parfaitement exacte, alors que la méthode pour la calculer n'a été inventée que bien plus tard, au XVIIIe siècle. Nous ne savons pas comment ils ont pu établir cette carte avec une telle précision sans se servir d'un avion, s'interroge Mallory. Comment Piri Reis a-t-il pu obtenir des informations aussi précises sur la forme et les dimensions de la Terre? Et pour cause, la carte de Piri Reis représente des lieux qui n'avaient pas encore été découverts à son époque. Les îles Malouines, au large de l'Argentine, ne furent découvertes qu'en 1592, soit près d'un siècle après la création de la carte. La cordillère des Andes, cette immense chaîne de montagnes qui traverse l'Amérique du Sud, est également représentée avec précision, alors qu'elle était encore largement inconnue des Européens. On y trouve même les hauts plateaux sous-marins de l'Atlantique, dont l'existence ne fut confirmée que bien plus tard par les sonars modernes. Mais l'élément le plus énigmatique de la carte est sans doute la représentation des rivages de l'Antarctique, sans aucune trace de glace. Or, selon les connaissances actuelles, l'Antarctique est recouvert de glace depuis des millions d'années. Comment Piri Reis a-t-il pu connaître la forme du continent antarctique sous la glace? Certains chercheurs avancent l'hypothèse qu'une partie de l'Antarctique
aurait pu être dégagée de ces glaces il y a environ 6000 ans, lors d'une période de réchauffement climatique. Serait-il possible que la carte de Piri Reis soit le témoignage d'une époque où l'Antarctique était une terre habitable, peut-être même le berceau d'une civilisation avancée? La carte de Piri Reis reste une énigme qui passionne les historiens, les géographes et les archéologues. Un témoignage du passé qui semble défier nos connaissances et nous interroger sur l'histoire de l'humanité. Et si notre passé était bien plus riche et complexe que nous le pensons? Et si des civilisations avancées avaient existé bien avant celles que nous connaissons? Les autres Atlantides. L'Atlantide aux Açores. L'archipel des Açores, perdu au milieu de l'océan Atlantique, un chapelet d'îles volcaniques d'une beauté sauvage et envoûtante. Serait-ce là que se cachaient les vestiges de l'Atlantide, cette civilisation mythique engloutie par les flots? Dès le XIVe siècle, Bory de Saint-Vincent, un naturaliste et géographe français, émettait cette hypothèse. S'appuyant sur les descriptions de Platon et d'autres auteurs anciens, il voyait dans les Açores et les îles Canaries les restes de ce continent disparu. Et de fait, les Açores présentent des caractéristiques géologiques troublantes. On y trouve des roches volcaniques de couleurs variées, noires, rouges et blanches, qui rappellent les pierres utilisées par les Atlantes pour construire leurs villes, selon Platon. Tout le pays était assez élevé et à pic du côté de la mer. Mais immédiatement au-delà, il y avait une plaine enveloppant la cité, entourée elle-même de montagnes s'inclinant vers la mer, affirmait Platon. Cette description évoque le relief accidenté des Açores, avec ses côtes abruptes et ses volcans imposants. Serait-ce là un indice de la présence de l'Atlantide? En 1949, une expédition menée par le National Geographic a exploré les fonds marins autour des Açores. Les sondages acoustiques ont révélé la présence d'une formation géologique, appelée Dolphin's Ridge, qui pourrait correspondre au pic submergé des montagnes de l'Atlantide. De plus, la faible profondeur des sédiments dans cette zone suggère qu'elle se trouvait à la surface de l'océan à une époque récente. Les Açores, un archipel volcanique au milieu de l'Atlantique, qui conserve peut-être les secrets de l'Atlantide. Mais l'Atlantide ne se cache probablement pas seulement dans les confins de l'océan Atlantique. Et si nous nous tournions vers la Méditerranée, berceau de civilisations millénaires, à la recherche de nouvelles pistes? Santorin, l'Atlantide minoenne? L'île de Santorin, un joyau des Cyclades, avec ses villages blancs accrochés à la falaise, ses plages de sable noir et ses couchers de soleil flamboyants. Mais derrière cette beauté idyllique se cache un passé tumultueux, marqué par l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. C'est sur cette île, autrefois appelée Terra, que s'épanouissait la civilisation minoenne, une culture sophistiquée qui a dominé la mer Égée pendant près de 2 millénaires. Les Minoens étaient des navigateurs habiles, des artistes talentueux et des architectes ingénieux. Leurs palais, décorés de fresques colorées et de motifs géométriques, témoignent de leur raffinement et de leur sens de l'esthétique. Mais vers 1600 avant Jésus-Christ, le volcan de Santorin entre en éruption avec une violence inouïe. L'explosion, 100 fois plus puissante que celle du Vésuve qui détruisit Pompéi, provoque un tsunami gigantesque qui dévaste les côtes de la Crète et des Cyclades. L'île de Terra est littéralement décapitée. Son centre s'effondre dans la mer, laissant un immense cratère qui se remplit d'eau. La civilisation minoenne, fragilisée par cette catastrophe, décline rapidement et disparaît quelques siècles plus tard.
Certains chercheurs, comme l'archéologue grec Spyridon Marinatos et le commandant Cousteau, ont émis l'hypothèse que la civilisation minoenne était l'Atlantide décrite par Platon. Les similitudes sont troublantes. Une île puissante et avancée, située au milieu de la mer, détruite par une catastrophe naturelle. Les fresques minoennes représentant des paysages marins, des animaux exotiques et des cérémonies religieuses évoquent également les descriptions de Platon. Les fouilles archéologiques menées à Akrotiri, une ville minoenne ensevelie sous les cendres volcaniques de Santorini, ont révélé des trésors architecturaux et artistiques exceptionnels. Des maisons à plusieurs étages, décorées de fresques magnifiques, des rues pavées, des systèmes d'égouts. Akrotiri était une ville moderne et sophistiquée, digne de l'Atlantide décrite par Platon. L'éruption de Santorin a marqué un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. La civilisation minoenne, l'une des plus brillantes de l'Antiquité, a disparu, laissant derrière elle un héritage riche et énigmatique. Et si Santorin était bien l'Atlantide, ce continent mythique qui continue de fasciner et d'inspirer? Mais la Méditerranée n'est pas le seul endroit où l'on recherche l'Atlantide. Revenons aux sources du mythe, aux écrits de Platon, qui situaient cette île mythique au-delà des colonnes d'Hercule. S'agit-il du détroit de Gibraltar, comme on le pense généralement? Les colonnes d'Hercule, gardiennes de l'Atlantide? Le détroit de Gibraltar, ce passage étroit entre l'Europe et l'Afrique, où les eaux de l'Atlantique se mêlent à celles de la Méditerranée. Un lieu chargé d'histoire et de légendes, gardé par les imposantes colonnes d'Hercule, deux promontoires rocheux qui se dressent de part et d'autre du détroit. Pour certains chercheurs, c'est ici que se trouve la clé de l'énigme de l'Atlantide. J. Colina Girard, un géologue français, a étudié les fonds marins à l'ouest du détroit de Gibraltar et a détecté un haut fond submergé qui aurait pu former une île il y a des milliers d'années. Cet archipel aurait été submergé entièrement à la fin du Paléolithique, en 9000 avant Jésus-Christ, affirme-t-il. En 2000, Jorge Diaz Montexano, un chercheur espagnol, a remis en question les traductions traditionnelles des dialogues de Platon, le Timée et le Critias. Selon lui, l'Atlantide se situerait bien en face du détroit de Gibraltar, entre Cadix et l'Atlas marocain. Il a même mené une expédition dans la région et affirme avoir découvert des ruines cyclopéennes submergées. Mais ces découvertes sont loin de faire l'unanimité. Colina Girard, géologue et spécialiste en préhistoire, met en doute l'interprétation de Montexano et rappelle que les ruines submergées pourraient avoir une autre origine. Le mystère de l'Atlantide reste entier. Mais l'Atlantide ne se cache peut-être pas seulement dans les profondeurs de l'océan Atlantique ou de la Méditerranée. Et si nous traversions l'océan, cap vers l'ouest, à la recherche de nouveaux indices? Bimini, sur les traces de Poséidia. Bimini, un archipel paradisiaque des Bahamas, avec ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc et ses cocotiers ondulants au gré de la brise. Un lieu de rêve pour les vacanciers, mais aussi un terrain de jeu pour les archéologues et les chercheurs d'Atlantide. C'est ici, au large de la Floride, que des vestiges sous-marins intrigants ont été découverts en 1968. Le professeur Manson Valentine, du Musée des sciences de Miami, explore les fonds marins au nord-est de Bimini et tombe sur d'étranges structures cyclopéennes à seulement 6 mètres de profondeur. Des blocs de pierre massifs, pesant jusqu'à 5 tonnes, assemblés en une formation en forme de U. Qui a pu construire un tel édifice? Et quand? Les scientifiques sont perplexes. Aucun indice ne permet d'identifier les bâtisseurs de ces structures imposantes. Certains y voient les vestiges d'une civilisation ancienne et avancée, peut-être même l'Atlantide. Et si Edgar Cayce, le prophète endormi, avait vu juste?
Dès 1933, lors d'une de ses lectures médiumniques, il avait annoncé la découverte de vestiges de l'Atlantide près de Bimini. Des vestiges des temples de Poséidia, portion engloutie de l'Atlantide, allaient ressurgir de la vase des fonds sous-marins près de l'île de Bimini au large de la Floride, et probablement vers les années 1968 ou 1969, avait-il déclaré. Coïncidence troublante? Ou bien Case avait-il réellement accès à des informations cachées sur le passé? Quoi qu'il en soit, la découverte de Bimini a relancé le débat sur l'Atlantide et suscité de nombreuses questions. Un communiqué de presse de 1997 ajoute encore au mystère. Il indique la découverte de ruines de temples datant de 12 000 ans près de Bimini. Ces ruines, mégalithiques et semblables à des sites anciens d'Égypte, du Pérou et d'autres régions du monde, contiendraient des indices sur des positions orbitales exactes des planètes et des rayonnements complexes d'étoiles. De quoi alimenter les spéculations les plus folles. L'Atlantide, un mythe qui traverse les siècles, une énigme qui continue de nous fasciner. Des Açores à Santorin, en passant par les colonnes d'Hercule et Bimini, les pistes se multiplient, les indices s'accumulent, mais le mystère reste entier. L'Atlantide existe-t-elle réellement? Où se cache-t-elle? Quand sera-t-elle enfin révélée au monde? Autant de questions qui alimentent notre curiosité et nous invitent à explorer les zones d'ombre de notre histoire. L'Atlantide, un mythe universel. L'Atlantide, un mythe qui résonne à travers les cultures et les continents, un écho lointain d'un passé englouti. Des Amériques à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Océanie, de nombreux peuples ont conservé le souvenir de terres disparues, de civilisations avancées englouties par les flots. Ces récits, transmis de génération en génération, témoignent d'une mémoire collective, d'une conscience profonde que l'histoire de l'humanité est jalonnée de cycles de destruction et de renaissance. L'Atlantide, loin d'être un mythe isolé, s'inscrit dans une trame universelle, un réseau de légendes qui se rependent et se complètent. Le continent de Mu, aussi appelé Lémurie, est l'un de ces mondes disparus qui fascinent et intriguent. Situé dans l'océan Pacifique, il aurait abrité une civilisation pacifique et spirituelle, en harmonie avec la nature. Mais comme l'Atlantide, Mu aurait été détruit par les dieux, en punition de sa décadence. Les tablettes Nakal, découvertes au XIXe siècle par James Churchward, racontent l'histoire de Mu et de son engloutissement. Ces tablettes qui, selon la légende, ont été rédigées dans la mère patrie par les frères saints, contiendraient la genèse du monde et des enseignements venus de Vénus. Criant, une entité canalisée par Lee Carroll, écrivain et médium, nous livre un autre regard sur Mu et l'Atlantide. Selon lui, ces deux civilisations représentaient une des périodes les plus scientifiques qui n'ait jamais existé. La religion, le gouvernement et la science ne faisaient qu'un, et les prêtres étaient aussi des scientifiques. Mu était une vaste étendue de terre, s'étendant des îles Hawaï à l'île de Pâques. Ses habitants vivaient en harmonie avec la nature et maîtrisaient des technologies avancées. Certains affirment même que les racines de la franc-maçonnerie se trouvent dans les enseignements des initiateurs venus du ciel qui auraient guidé les Mu'en. L'Atlantide, Mu, Lémurie, autant de noms qui évoquent des mondes disparus, des civilisations englouties qui nous interpellent et nous invitent à explorer les mystères de notre passé. Ces mythes, loin d'être de simples légendes, sont des témoins d'une histoire plus vaste, plus complexe que celle que nous connaissons. Ils nous rappellent que l'humanité a traversé de nombreux cycles, que des civilisations ont fleuri et disparu,
laissant derrière elles des traces fugaces et des questions sans réponse. L'Atlantide, Mu, Lémurie, autant de noms qui résonnent comme des avertissements, des échos d'un passé englouti qui pourrait bien un jour devenir notre présent. Car aujourd'hui, alors que nous pensons avoir dompté la nature et percé les secrets de l'univers, les ombres du passé se projettent sur notre avenir. Les inondations, les ouragans, les incendies, la Terre se rebelle, comme pour nous rappeler que nous ne sommes que de passage, que notre arrogance et notre soif de pouvoir peuvent nous mener à notre perte. L'hubris des Atlantes, leur orgueil démesuré, les a conduits à leur perte. Leurs technologies, destinées à améliorer leur vie, se sont retournées contre eux, détruisant leur civilisation et les engloutissant sous les flots. Ne sommes-nous pas en train de reproduire les mêmes erreurs? Nos technologies, toujours plus puissantes, ne risquent-elles pas de nous échapper, de nous entraîner dans un tourbillon de destruction? Les guerres, les injustices, la destruction de l'environnement, autant de signes que notre civilisation est à la dérive, que nous avons perdu le sens des valeurs essentielles. L'Atlantide est un miroir qui nous renvoie notre propre image, un avertissement que nous ne pouvons pas ignorer. Il est encore temps de changer de cap, de retrouver le chemin de la sagesse et de l'harmonie. L'Atlantide nous appelle à un éveil des consciences, à une prise de responsabilité collective. Nous pouvons choisir un autre destin, un avenir où l'humanité s'épanouit en respectant la nature et en cultivant les valeurs de paix et de solidarité. L'Atlantide, un mystère, un avertissement, un espoir. À nous d'écrire la suite de l'histoire.